L'autre cas que je voulais envisager maintenant, c'est tout ce qui est diffusion d'œuvres, communication au public, on va dire dans les emprises des bibliothèques. Alors là, vous allez voir que en fait, les marges de manœuvre sont plus réduites. Vous voyez, tout est quasiment rouge. Donc premier cas en orange, pourquoi? Sonoriser les espaces. Ça, donc passer de la musique en gros dans les espaces d'une bibliothèque. Ça, vous pouvez le faire. Il y a une licence légale générale pour ça, qui est la licence légale pour diffusion publique de musique enregistrée, qui a été votée. C'est le mécanisme qui permet à des magasins, à des coiffeurs, voilà, à des grandes surfaces de passer de la musique. On est à la même enseigne. En fait, il faut que vous passiez un contrat général de représentation avec la SACEM. Donc la SACEM vous fait un contrat qui est annuel. Vous pouvez payer une somme forfaitière qui est calculée au nombre de mètres carrés. Vous pouvez après diffuser de la musique à partir de n'importe quelle source. Donc que ce soit des CD, que ce soit d'allumer une radio, une télévision, faire de la sonorisation d'ambiance, etc. Vous pouvez le faire. Après, la SACEM va aussi, si vous rentrez dans ce système-là, la SACEM va aussi vous tarifer toutes les bornes d'écoute ou tous les ordinateurs avec casque que vous allez mettre à disposition. Et les tarifs sont pas négligeables quand même. Hein. Ça peut vite monter à des milliers d'euros par an. Quand même. Oui. J'ai un coup au cœur là. Donc si on prête un casque, on est censé... Si on va jusqu'au bout, normalement, oui. Parce que si vous pouvez, dans l'esprit de la SACEM, si vous pouvez potentiellement écouter de la musique avec un appareil, vous devriez avoir un contrat général de représentation. Donc si votre utilisateur il va sur YouTube et il écoute de la musique à partir de YouTube, il devrait, oui. Les producteurs de musique qui ne sont pas enregistrés à la SACEM, par exemple, si on passe de la musique libre de droit. Alors, c'est une bonne question. En fait, la SACEM, il y a une licence légale. Donc la SACEM, elle a une compétence générale pour gérer ça. Et c'est elle qui répartit ensuite aux producteurs. Voilà. Donc la question s'est posée de savoir, est-ce que ça vaut aussi pour la musique libre de droit? Parce qu'a priori, enfin pas libre de droit, sous licence libre, on va dire, parce que c'est différent. Voilà, les gens qui utilisent des licences libres, ils autorisent la diffusion. Voilà. Et il y a eu une décision de justice, et le juge a dit que la licence légale s'appliquait même aux licences libres. Donc la SACEM a reçu la compétence de collecter des sommes sur les licences libres, qu'elle va répartir en fait, on ne sait pas trop comment, parce que ces gens-là, ils ne sont pas à la SACEM. Donc ça va tomber dans les irrépartissables de la SACEM, qui sont en fait sa cagnotte. Voilà. Ça, c'est une sorte de bug du système français, quoi, parce qu'il n'y a aucune raison, normalement, que des gens qui autorisent librement la diffusion de leurs œuvres se retrouvent dans un système de rémunération type SACEM. Sachant qu'en plus, bon, c'est un des problèmes français. Mais bon, voilà, on est dans ce système-là. Oui. Au départ, le prêt de casque était fait pour la consultation sur place de DVD pour lesquels on avait payé une consultation sur place. Donc là, pour le coup, ça ne rentre pas dans le cadre de la SACEM. Non. Ça ne rentre pas dans le cadre de la SACEM parce qu'en fait, il va falloir que vous acquériez un droit de consultation pour les DVD, que vous allez acquérir auprès de l'ADAV, de CBS ou d'autres fournisseurs qui négocient ces droits avec les producteurs. Et donc c'est ce mécanisme-là contractuel qui gère la consultation sur place. Donc si votre ordinateur il ne va pas sur Internet, il sert juste à faire ça, ou si c'est une borne ou quoi, c'est déjà rémunéré et déjà autorisé dans le cadre. En fait, c'est un droit qui est attaché au support. Donc il faut quand même qu'on précise quand on a le casque que c'est pour cet usage-là. Théoriquement, oui. Vous voyez. Bon, le plus simple, c'est de faire un contrat général avec la SACEM, hein, parce que c'est pas inintéressant quand même. Après, vous pouvez quand même prévoir des espaces avec de la musique. Voilà, ça peut. Oui. On a eu une dame qui nous avait dit que lorsque l'on négociait pour une projection d'un film, les droits de SACEM n'étaient pas compris dans la projection. Est-ce que vous confirmez? Alors la projection des films, c'est complexe. Parce qu'en fait, il y a une distinction subtile entre ce qu'est une consultation sur place et une projection. Quand l'ADAV, par exemple, fait nettement la distinction. Quand vous achetez un DVD, il vous
facture des droits de consultation sur place. Et ça ne vaut que pour une consultation non programmée avec un petit groupe. Donc il ne faut pas que ce soit vous qui programmiez la projection. Il faut que ce soit la personne qui demande à le consulter. Si jamais vous programmez une projection et que vous l'annoncez publiquement, que vous l'inscrivez comme un événement, ça c'est considéré comme une projection. Il y a un droit spécial de projection. Et vous ne pouvez pas l'acquérir lié au support. Alors il y a une autre distinction subtile, c'est que si vous organisez un... Ah pardon, excusez-moi, il y a une autre question au fond. Tout à l'heure, vous disiez que c'était interdit, enfin, c'était pas illégal de prêter de la musique en bibliothèque. Les CD? Les CD, oui. Alors si, c'est illégal. Les bibliothèques n'ont pas quelque chose à la session? Non. C'est bien pour ça que c'est illégal. C'est-à-dire que en fait, vous payez le support, donc vous payez quelque chose à la SACEM. Vous payez le support. Donc il y a une répartition des droits entre le producteur, les interprètes, les auteurs. Donc, mais c'est lié au support. Mais vous ne payez pas un droit supplémentaire pour l'usage. Non. Parce qu'en fait, ça j'en parlerai tout à l'heure, la licence légale en 2003 qui a été votée pour le livre est très strictement limitée au livre. Et elle ne vaut pas pour les autres supports, type CD, DVD, ou jeux vidéo, ou tout ce qu'on veut, ou œuvres numériques. Donc du coup, il y a un mécanisme de rémunération qui a été instauré que pour le livre papier. Et pour les DVD, il y a des structures type ADAV, CVS, qui ont joué un rôle d'intermédiaire, qui sont allés négocier les droits avec les producteurs. Mais pour la musique, il n'y a jamais rien eu de tel. Donc, vous êtes dans un cas où, comme il n'y a pas de rémunération associée, et en fait, d'où ça vient ça? Ça vient d'une directive européenne qui a créé en fait le droit de prêt public au niveau européen. Et la directive, elle a un champ global, c'est-à-dire qu'elle englobe toutes les œuvres. Mais le législateur français, lui, il a transposé uniquement pour le livre. Donc il a laissé tout le reste dans un angle mort. Et donc on se retrouve dans une situation où... Alors il faut voir que la directive est arrivée après l'ouverture des médiathèques. Tout le mouvement des médiathèques, du passage au support, l'enrichissement des types de supports dans les bibliothèques, la directive là, est arrivée après. Et donc elle a d'un coup rendu illégal tout ce qui était avant... Avant on n'était pas sûr en fait. Parce que comme un prêt, c'est ni une reproduction, ni une représentation, on ne savait pas vraiment si c'était lié au droit d'auteur. Mais là, la directive européenne, elle est arrivée et elle a dit formellement que le prêt public était une prérogative qui relevait des droits des titulaires de droits. Et donc là, c'était échec et mat, comme on dit. Là, il n'y a plus moyen de... Donc du coup, mais on constatera quand même que la SACEM, qui n'est pas l'organisme le moins, je dirais, soucieux de la protection de ses droits, c'est des gens qui appliquent très scrupuleusement leurs droits, n'ont jamais demandé une compensation pour le prêt de CD. Jamais, il n'y a même jamais eu aucune protestation ou quoi. Donc du coup, c'est pour ça que je dis que c'est une zone grise, c'est-à-dire que c'est illégal. Si vous voulez, en droit pur, c'est illégal. Un juge serait saisi de l'affaire, il serait obligé de condamner. Mais en pratique, tant que les titulaires de droit ne bougent pas, on va considérer que c'est une sorte d'usage toléré. Oui. S'il s'agit de CD de méthode de langue, il n'y a pas de musique dessus, enfin en règle générale, est-ce que c'est pas en lien avec la SACEM du coup? Est-ce que c'est possible Ça va être lié, ça c'est les CD qui accompagnent des livres en fait, c'est ça. En fait, ça, c'est compliqué en fait, parce qu'il faudrait normalement que ce soit prévu formellement, quoi. Ça aussi, on est dans un usage toléré, quoi. Mais normalement, la licence légale, elle est vraiment très strictement définie au papier et au livre papier. Un exemple typique de... Bon, ça a déjà été... Vous savez qu'il a quand même fallu 10 ans pour transposer la directive sur le droit de prêt. Il y a eu des discussions homériques avec les auteurs et les éditeurs, etc. Donc j'imagine que le gouvernement s'est dit, si en plus on étend ça au livre et à la musique et au CD, on n'arrivera jamais à transposer la directive. Le prêt des CD. Donc vous dites qu'en fait les bibliothèques ne payent pas un droit de prêt. Sur les CD. Et alors, je vais être un peu crue dans ma question, mais au nom de quoi la bibliothèque peut demander à l'usager de payer une cotisation spécifique pour les CD? Ouais, ça c'est une vraie question aussi, qui a pas mal été débattue. Notamment à la ville de Paris, par exemple, il y a un tarif spécial à Lyon aussi, etc. C'est assez compliqué parce qu'effectivement, il y a aussi là une sorte de flou, parce que la directive fait une distinction assez nette entre ce qui est un prêt public
et une location. Mais entre les deux, elle n'a pas prévu une sorte de formule forfaitaire pour la mise en place du service. Donc la location, c'est plus un paiement à l'acte, mais l'entre-deux n'est pas vraiment prévu dans la directive. Donc il y a une sorte de flou. Et il n'y a jamais eu de contestation de la légalité de ces tarifs spéciaux, mais je ne sais pas trop ce que ça donnerait en justice. Je vous avoue que je ne sais pas trop si c'est vraiment légal de faire payer un tarif supplémentaire aux usagers pour la mise à disposition de ces supports. Et alors bon, comme il n'y a pas en plus de licence légale sur le CD, c'est même plutôt une sorte de circonstance aggravante, quoi. Parce qu'en plus, là, il y a une forme de commercialité qui rentre en jeu, quoi. Et donc, voilà. Mais ça n'a jamais été, ça non plus, ça n'a jamais été contesté par les titulaires de droit. Voilà. Vous savez qu'il y a des pays qui ont choisi de rendre les actes, enfin le prêt payant, par exemple en Hollande, le prêt peut être payant, en fait, à l'acte. Mais ils ont choisi de le faire comme ça, quoi. En France, ça n'a pas été le cas. Il y a une distinction subtile entre ce qui est sonoriser un espace et organiser un spectacle. C'est-à-dire que c'est pas pareil de diffuser de la musique en fond ou d'organiser un concert. Ça, vous êtes obligé de demander une autorisation spéciale, événement par événement, à la SACEM. En indiquant à l'avance les morceaux que vous allez diffuser, et il vous faut un tarif, etc. C'est pareil pour le théâtre, ça se négocie soit avec la SACEM, la SACD, vous faites un théâtre ou un concert. Voilà, c'est assez bien formalisé. Vous pouvez même vous régulariser votre situation après un concert que vous n'auriez pas déclaré avant, mais la SACEM vous applique un surcoût. Un concert, c'est-à-dire avec une musique enregistrée? Non, si vous faites venir des musiciens qui jouent en direct, quoi. Alors ça vaut aussi pour... si jamais vous organisez un événement spécial, genre, je sais pas, une sorte de fête, n'importe quoi, et que vous diffusez des morceaux de musique pendant ce moment-là, vous allez être soumis à ce type de régime, il faudra... Mais excusez-moi, Imaginez, quand on paye quelqu'un... Imaginez vous organisez le bal de l'université à la BU. Ouais. Il va falloir... Oui, non, mais d'accord, mais là, voilà, je parle de choses qui sont arrivées. On fait venir des musiciens que l'on paye. Peut-on imaginer que dans la prestation qu'on paye, il y a les droits de... Non, c'est autre chose, en fait. Il faut faire une déclaration, parce qu'en fait, le musicien, il est interprète. Donc la rémunération que vous allez lui donner, c'est une rémunération pour sa prestation, et lui, il va l'enregistrer comme des droits d'interprète. Mais le problème, c'est qu'il y a des auteurs derrière. Et donc du coup, il faut rémunérer aussi les auteurs, et ça, c'est la SACEM qui gère ça, avec des tarifs, etc. Vous avez une zone grise. Si vous faites une lecture publique, si vous invitez un auteur à lire des textes, bon, déjà, si c'est les siens, il peut vous demander à être payé en droit d'auteur. C'est une des choses qui peut être rémunérée comme du droit d'auteur. Imaginons que vous lui fassiez lire des textes qui ne sont pas les siens. Vous invitez un acteur pour lire des textes protégés. Ben ça, normalement, ça doit être rémunéré. Sauf si l'auteur est à côté. Si vous faites venir un auteur, que l'auteur, enfin, c'est une rencontre lecture. Oui. Donc il y a un comédien qui lit le texte et l'auteur il est à côté. L'auteur il peut vous demander de payer. Hein. Et alors là où c'est plus subtil que ça, c'est qu'en général les auteurs ils ont cédé leurs droits à des éditeurs, et en général dans les contrats d'édition ils cèdent leurs droits de lecture publique. Et même si l'auteur est d'accord, pas impossible que l'éditeur lui ne le soit pas, quoi. Ou en tout cas il va falloir s'en assurer, parce que quand un auteur cède ses droits, en fait céder ça veut dire vendre. Il les transfère à l'éditeur. Et il n'a plus la possibilité de vous accorder des autorisations par lui-même. Donc, attention. Et il y a un cas qui reste une zone grise. Alors, je ne sais pas encore pour combien de temps, mais vous savez que les heures du compte en bibliothèque, bah, théoriquement, c'est pas légal. Oui, il y a énormément de bibliothèques municipales qui organisent des lectures, notamment pour les enfants, tous les mercredis matins. Bien sûr. Et ils le font en toute illégalité. Et donc c'est une zone grise. Hein. Alors, vous savez, par exemple, nos collègues belges, à un moment donné, ils ont l'équivalent de la SACEM chez eux, qui gère aussi les droits de l'écrit. Hein.
s'est rendu compte qu'il y avait des heures du compte et elle a mis en place un tarif spécial et c'est quelque chose genre 200 €. Donc maintenant, ils tarifent les heures du compte. Alors ça a fait un énorme tollé, hein. Mais ils ont tout à fait le droit de le faire. Vous voyez. Ça, donc pour l'instant, la SACD, alors à un moment donné, on a soupçonné la SACD d'investiguer la question. Il y a eu des courriers, par exemple, qui sont partis à des bibliothèques qui étaient un petit peu bizarres. On leur a demandé, est-ce que vous faites des lectures aux enfants, etc. Mais visiblement, ils n'ont pas voulu aller plus loin. Et l'autre type d'usage de diffusion au public auquel on ne pense pas, c'est l'exposition des œuvres. J'ai vu que vous en avez une, là, par exemple. Il n'y a pas de droit à exposer les œuvres en public. Il faut une autorisation spéciale. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui est assez bizarre, par exemple, c'est que vous avez là, vous allez devoir soit vous tourner vers des sociétés de gestion collective, soit avec les ayants droit. Et par exemple, l'ADAGP, qui est la plus grosse société de gestion collective, en général, ils ne font pas payer le droit d'exposition. Par contre, la SAIF, eux, ils en font payer. C'est bizarre. Ça, il faut voir avec eux, il faut négocier. L'ADAGP, ils vont vous faire payer des reproductions dans un catalogue d'expo, des affiches, ça oui, des flyers, oui, ils vont faire payer. Mais il ne faut pas vraiment payer le droit d'expo. Voilà. C'est des images qu'on inclut. Là, par exemple, il y a des panneaux. Donc sur des images qu'on inclut, donc effectivement, il faut s'assurer. Ouais, il faut s'assurer que vous ayez les droits. Qu'on ait les droits, etc. Des photos, voilà. Des photographes qui vous demandez. Après, c'est une exposition donc, qui est faite pour nous avec des chercheurs. Il n'y a pas de. Enfin, le droit qui serait à demander, ce serait sur quoi en fait? Alors, si c'est les chercheurs qui produisent les contenus, c'est ça en fait? Oui, c'est ça. Théoriquement, il faudrait quand même un petit contrat avec les chercheurs pour encadrer tout ça, quoi, parce que normalement, il faudrait faire au moins un petit contrat pour leur dire qu'ils acceptent que leur contenu soit bon. C'est implicite, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'en droit d'auteur, il n'y a rien d'implicite, en fait. Donc, théoriquement, il vaudrait mieux leur faire signer un petit contrat pour leur dire. Mais bon, si ça se fait sans contrat, voilà, comme ça ne pose pas de problème. Mais normalement, il vaudrait mieux quand même avoir au moins un écrit, quoi, pour formaliser ça. Si c'est des chercheurs de l'université. Ouais. Parce que vous savez que les chercheurs, en fait, si jamais vous faites une exposition et que ce sont des agents publics de la bibliothèque qui font les contenus, là, il n'y a pas besoin de contrat, en fait. Parce que quand on est agent public, vous savez qu'il y a un droit d'auteur spécial, les droits sont transférés automatiquement à l'institution. Il y a la seule chose qui nous reste, en fait, c'est le droit de paternité. Tout le reste est transféré à l'institution, et y compris d'ailleurs des branches du droit moral. Par exemple, nous, on n'a pas le droit à l'intégrité de nos œuvres. Votre chef de service a le droit de supprimer une phrase que vous avez écrite, ou par exemple de dire ce que vous avez écrit ne doit pas être divulgué parce qu'il estime que ça ne correspond pas à ce que vous demandez de vous. Ça, c'est possible parce qu'il y a un aménagement du droit moral des fonctionnaires, etc. Donc la seule chose qu'on a le droit d'exiger, c'est que notre nom soit marqué sur des productions qu'on a faites. C'est tout. Donc là, ça facilite les choses. Mais les chercheurs, ils ne sont pas dans ce cas-là, parce que c'est des agents publics particuliers qui gardent leurs droits sur tout ce qu'ils produisent dans le cadre de leur mission de service public. Donc c'est des auteurs comme les autres, quoi, si vous voulez, donc il faut négocier les droits, etc. Voilà, donc vous voyez sur cette branche, bon, c'est quand même plutôt rouge, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'agir sans autorisation. On va revenir dans une sphère un peu plus verte. Le prêt et la mise à disposition d'œuvres. Donc, on a un mécanisme formalisé de prêt des livres et des périodiques qui nous vient en fait d'une licence légale qui a été instaurée en 2003 au moment de la transposition de la directive européenne sur le droit de prêt public. Donc alors, c'est important de s'en souvenir ça parce que vous savez qu'il y a des tas de débats en ce moment sur l'adaptation de ce mécanisme ou pas au livre numérique. Et en fait, cette licence légale, elle a une portée quand même qui est forte, quoi. Ça nous permet d'acheter n'importe quel livre qui est publié sans que les auteurs et les éditeurs puissent s'y opposer. Donc on peut faire une mise à disposition d'exactement toute la production éditoriale française et étrangère. Ça s'applique aussi aux livres étrangers. Donc ça, c'est très fort, hein. C'est-à-dire que les ayants droit ne peuvent plus s'y opposer. Ils ont perdu leur droit d'interdire. En compensation, on leur a donné une rémunération
qui est la rémunération pour droit de prêt. Je ne rentre pas dans les détails, etc. On a obtenu aussi que l'éditeur ne puisse pas agir sur le prix. Il n'a pas le droit de nous faire un prix particulier en tant que bibliothèque. C'est le prix public, voilà, c'est la loi qui s'applique, hein, sur le prix unique qui continue à s'appliquer pour nous. Il y a juste une ristourne encadrée qui est possible par le fournisseur. Donc en gros, on paye en général les livres moins chers que le prix qui est fait au particulier. Ensuite de ça, une autre chose qui est très forte dans ce mécanisme, c'est que la rémunération n'est pas liée à l'usage effectif des œuvres. Vous payez le prix une fois, la rémunération pour le droit de prêt, vous la payez une fois de manière forfaitaire, et si votre livre ensuite il sort une fois, 10 fois, 100 fois, vous n'allez pas payer 100 fois plus. Donc mine de rien, ce mécanisme-là, il a fallu 10 ans pour le mettre en place, mais vous voyez, il sécurise quand même, et l'autre garantie que ça a eu, c'est que le prêt n'est pas payant à l'acte. Votre utilisateur, il n'a pas à payer. Bon, ça, après, les bibliothèques qui vont payer un surcoût pour des trucs, bon, ok. Mais la loi garantit normalement que l'éditeur ne peut pas imposer un paiement à l'acte. Bon, vous voyez, ça, c'est voilà, c'est en vert, et c'est quand même des acquis qui sont non négligeables, hein, et qui n'ont pas été remis en cause. Et d'ailleurs, vous remarquerez que depuis 2003, il n'y a même jamais eu de revendication de revalorisation du montant, qui est quand même, voilà, hein, qui pourrait être revalorisé d'ailleurs, mais les ayants droit n'ont pas voulu le faire. Donc, pour les DVD, je ne reviens pas, on en a déjà parlé, hein, il y a un mécanisme contractuel, c'est pour ça que je l'ai mis en orange. Il y a des systèmes de contrats qui sont montés avec des intermédiaires qui nous permettent de faire du prêt. Pour les CD, c'est bleu, ça veut dire zone grise. Et alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la même situation est en train de se reproduire pour les jeux. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de bibliothèques qui développent des prêts de jeux de société ou de jeux vidéo, ou de mise à disposition sur place. Il n'y a pas de cadre légal là-dessus. Vous savez pourtant que la Colaco proposait des jeux vidéo. Oui, effectivement. Ils ont un catalogue de jeux vidéo, où ils négocient avec les éditeurs des droits de prêt ou de consultation sur place. Mais leur catalogue est quand même assez réduit, quoi. C'est pas du tout l'ensemble de la production éditoriale. Et il y a quand même pas mal de bibliothèques qui achètent des jeux vidéo comme si elles étaient des particuliers, en fait. Il y a des bibliothécaires qui ont essayé d'aller voir des éditeurs de jeux vidéo, mais il y a un désintérêt manifeste, quoi, de cette branche de l'industrie culturelle pour le public, quoi. Ils n'ont jamais voulu se lancer dans des aménagements pour ce type de... Il y a eu un rapport là, au début d'année sur le jeu vidéo en bibliothèque qui était assez intéressant, hein, qui a été fait, un rapport de l'inspection générale des bibliothèques qui fait presque 200 pages, qui nous explique que voilà, ça devient un pan important, hein, de l'activité des bibliothèques de lecture publique. Et à la fin, il y a un petit paragraphe qui dit oui, mais c'est illégal, il faudrait peut-être quand même s'intéresser à la question. Voilà, tolérance de fait, on est dans le... Pour l'instant, les éditeurs... Oui. Pour les jeux de société, les bibliothèques, tu payes quelque chose, enfin... Non. Et là aussi, elles payent le support, mais il n'y a pas de rémunération supplémentaire. Et du point de vue de la directive, il devrait y en avoir une. Mais bon, pour l'instant, il n'y a pas eu de... Et alors, vous savez que le gros débat, là, c'est en ce moment, c'est autour des livres numériques, sur le prêt des livres numériques. Donc, il n'y a pas de transposition. Alors, la loi de 2003 pourrait être transposée au livre numérique, parce qu'elle dit... Elle parle d'œuvres éditées sous forme de livres. Point. Elle ne dit pas que le livre doit être en papier ou en numérique. Le problème, c'est que les décrets d'application, eux, ils parlent d'exemplaires, etc. Et donc la rémunération associée, quand on lit le texte, elle est nécessairement associée à des livres physiques. Donc on pourrait, en prenant un décret qui prévoit une rémunération, étendre ce mécanisme de licence légale aux livres numériques. Mais pour l'instant, vous savez que le gouvernement, français en tout cas, est assez... opposé à ça, et ça se développe, le prêt de livre numérique, sous une base contractuelle. Vous avez PNB, là, en ce moment, qui est en train d'avancer, etc. Et voilà, il y a des tas de débats pour savoir comment ça évolue, parce qu'en gros, ça fragilise quand même beaucoup des acquis de la loi, notamment sur... les éditeurs, ils peuvent choisir de ne pas faire d'offres aux bibliothèques. Ils peuvent choisir des modes de rémunération qui sont supérieurs au prix qu'ils feraient aux individus. Et ils peuvent vous faire des modes de rémunération qui tarifient... qui varie en fonction du nombre de consultations effectives. Donc ça, quand même, ça fragilise pas mal notre situation.
Bon, je ne rentre pas dans les ressources numériques avec les licences, tout ça, c'est un sujet que vous connaissez bien. C'est en rouge parce que c'est contractuel. Je termine sur des choses un petit peu plus, on va dire, exotiques. Vous avez entièrement le droit d'acheter des livres et de faire du book crossing avec, en tant que bibliothèque. Il y en a qui le font. Hein. J'ai déjà vu ça. Pas longtemps, j'étais à Chambéry, une belle bibliothèque à Chambéry, et quand on rentre, il y a une espèce d'énorme meuble avec des tas de livres, et les gens sont invités à se servir, ils ont des étiquettes de book crossing, et en fait, on leur explique qu'ils peuvent le prendre, et on les encourage à aller abandonner le livre ensuite à un endroit qui leur plaît, pour remettre le livre en circulation, etc. Bon, ça, vous avez entièrement le droit de le faire. Tant que vous ne le faites pas sur des ouvrages rares, anciens ou précieux, là on va tomber un peu dans les mêmes problématiques que le désherbage. Là, il y a, voilà, ça relève de la domanialité publique, les fonds de ce type, donc vous ne pouvez pas faire du book crossing avec ça. Mais pour les ouvrages courants, vous pouvez le faire. Et c'est complètement légal avec un mécanisme qui est assez intéressant, qui s'appelle l'épuisement du droit d'auteur. Qui dit que quand un ouvrage a été mis en marché une première fois, il y a des actes qui deviennent possibles, qui sont le prêt personnel à un ami ou à un membre de sa famille, le don ou la revente d'occasion. Et ça, c'est couvert aussi par la directive européenne qui a prévu que ces droits s'épuisaient. Et vous avez tout un tas de bibliothécaires qui disent d'ailleurs que ce mécanisme, on pourrait le transposer au numérique et considérer que le prêt numérique relève de la sphère de l'épuisement des droits. Et en ce moment-là, il y a un procès entre les bibliothécaires hollandais et les éditeurs hollandais. Et les bibliothécaires hollandais sont allés jusque devant la Cour de justice de l'Union européenne en disant « Nous demandons à ce que le mécanisme d'épuisement des droits s'applique au prêt en bibliothèque ». Alors c'est très courageux de leur part, hein, et c'est très osé quand même. C'est pas du tout sûr que la Cour accepte cette interprétation, mais si elle l'accepte, ça va être un coup de tonnerre énorme dans l'Union européenne, quoi. Parce que voilà, PNB, fini, quoi. Donc, on verra ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne. Oui ? Des étudiants qui nous demandent des éditions précédentes, si on ne peut pas leur mettre à disposition, voilà. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit Alors là, on va arriver sur les questions de désherbage, parce que ça relève du désherbage. On est limité dans ce champ-là par le code du patrimoine et le code général de la propriété des personnes publiques, qui dit que les ouvrages anciens, rares ou précieux relèvent de la domanialité publique. Et donc là, il y a une règle qui s'appelle l'inaliénabilité du domaine public, qui fait qu'on n'a pas le droit, en fait, de vendre ou de détruire ces collections, sauf si notre tutelle désaffecte ces collections-là du service public. Mais il faut qu'il y ait alors c'est un acte qui est assez lourd, et il faut qu'il y ait une décision formalisée de la tutelle pour... Donc si vous voulez désherber un fonds ancien, ça arrive hein, parfois, on veut se séparer. Non, mais là je parle du fonds ancien parce que là il y a des restrictions. Mais sur le fonds courant, ça relève en fait de ce qu'on appelle le domaine privé de l'établissement. Et là vous pouvez en fait désherber, voire même donner les livres, voire même les revendre. Hein. Mais par contre, il faut que ce soit prévu, quoi. Il faut que l'autorité décisionnaire de l'établissement l'accepte. Donc pour les étudiants, là, vous pouvez tout à fait leur donner, voire même vendre hein, les éditions anciennes. C'est possible. Il y avait alors c'est pas un débat, mais qui avait contradiction en fait, puisque les éditeurs demandaient à ce que les ressources numériques disposent de la même TVA que les livres papier, et que en fait on leur expliquait que s'ils demandaient la même TVA que les livres papier, ça voulait dire qu'ils acceptaient les mêmes contraintes que le livre papier, en l'occurrence ce que vous parliez, le prêt, le don à quelqu'un d'autre, etc. Et du coup, si effectivement c'était accepté, est-ce que par ricochet, on ne pourrait pas dire que justement, là, il s'agit d'un livre comme un autre, et donc on peut l'utiliser comme un autre? Ouais, ça c'est un débat un peu théorique, mais vraiment intéressant et qui pourrait avoir des conséquences. En fait, l'Union européenne classe les choses en deux catégories. Vous avez des biens et des services. Et dans les biens, il y a certains biens qui ont un taux de TVA réduit, notamment les livres. Pour l'instant, l'Union européenne considère que les livres numériques ne sont pas des biens, mais sont des services. Donc c'est pour ça qu'elle applique un taux de TVA différent.
Et la France voilà, a décidé, vous savez, il y a un conflit entre la Commission européenne et la France, parce que la France a décidé d'appliquer au livre numérique le même taux de TVA que le livre papier. Mais l'effet inverse, c'est que si le livre numérique c'est un bien, alors quand on vous le vend, il faut que vous ayez une propriété pleine et entière du fichier. Parce que sinon, ce n'est pas une vente d'un bien, c'est un service. Et donc si les éditeurs rentrent dans ce jeu-là, et visiblement ils ont envie de le faire, on devrait leur dire par exemple, ah ben si c'est un bien par exemple, moi je ne veux pas de DRM sur le fichier. Parce que sinon, ça prouve que ce n'est pas un bien, c'est juste un service. Vous limitez la jouissance du fichier. Et effectivement, on pourrait aller plus loin en disant, si c'est vraiment un bien, alors considérons que ça rentre dans le champ de la licence légale et aménageons par décret, ça pourrait avoir ces conséquences-là. Et vous savez qu'ils le font aussi avec la presse. La presse papier a un taux de TVA réduit, mais la presse en ligne ne l'a pas. Et la France a aussi décidé de porter ce débat-là. Donc voilà, s'ils veulent être vraiment cohérents, si on veut tirer toutes les conséquences de la qualification de bien, il faudrait qu'il y ait les vraies libertés attachées à la propriété physique, comme à la propriété physique. Donc ça, c'est un gros débat d'ailleurs chez les juristes, qui est assez intéressant d'ailleurs. Il y a tout un débat, vous savez, aussi sur la revente d'occasion. Si c'est vraiment un bien, je devrais pouvoir le revendre d'occasion. Vous savez que ça, pour les jeux vidéo, même pour les fichiers musicaux, les films, pour l'instant c'est interdit, mais... Ça suppose aussi que le fichier, je peux passer d'un ordinateur à un autre. Tout à fait. Par contre, ça ne veut pas dire que je peux le mettre en peer-to-peer, parce que là, c'est l'œuvre. C'est pas juste le fichier. Mais pour tous les usages personnels, il devrait y avoir... Si c'est vraiment un bien, il devrait y avoir... Voilà, bon, je passe sur le reste. Si vous voulez mettre en place une artothèque, comme à Lyon, là, vous savez, il y a une artothèque à la bibliothèque, bon, ça c'est complètement contractuel. Il n'y a rien dans la loi qui vous permet de le faire. Il faudra, au moment où vous achetez les œuvres, prévoir par contrat la possibilité de la prêter, etc. Bon, voilà, je passe sur les semences, qui est intéressant quand même. Les grénothèques qui se développent en bibliothèque, ça c'est légal, c'est possible. Prêter les œuvres, voilà. Voilà, alors j'en ai fini quand même avec les très gros morceaux, on va dire. Quelle heure est-il? Bon, ça va. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Là, on a vu quand même les grandes masses, vous voyez. Les activités, il reste des choses... Alors, il reste quand même les usages en ligne. Bon, j'imagine qu'après plusieurs formations sur le droit d'auteur, vous n'en êtes plus à... Il y a beaucoup de gens qui pensent que quand une œuvre est sur Internet, ça donne une sorte de droit ipso facto de réutilisation. C'est encore très répandu cette idée-là, mais en fait pas du tout. Très très vite, les juges ont considéré que sur Internet, il y avait des reproductions, des représentations, et ils ont appliqué directement voilà, tout le code de propriété intellectuelle est très vite passé sur Internet. La première affaire qui est assez intéressante, c'était quelqu'un qui avait pris les 1000 milliards de poèmes de Raymond Queneau et qui avait fait une base de données avec un site où quand on appuyait sur un bouton, ça générait à la volée un des 1000 milliards de poèmes de Queneau. Donc c'était assez joli, c'était purement non commercial, mais les ayants droit de Queneau ont attaqué. Et c'est la première décision de justice où le juge a dit que ce type de mise en ligne était bien une reproduction qui donnait lieu à application du droit exclusif, etc. Donc quand vous voulez utiliser des contenus protégés en ligne, vous vous heurtez donc à l'autorisation préalable, ce qui nous fait du rouge. Il y a souvent beaucoup de questions des bibliothécaires sur est-ce que je peux utiliser les couvertures de livres pour illustrer mon catalogue, etc. Est-ce que je peux mettre des extraits d'œuvres, de musique ou de films pour illustrer mon catalogue? Donc là aussi, il n'y a pas d'exemption pour les couvertures. Les couvertures, c'est une œuvre en soi, et donc vous pouvez l'utiliser, mais que à condition de passer par des offres. Vous savez qu'Electre propose ça, par exemple. Ils vous facturent, ils ont des accords. Amazon propose ça aussi. Vous avez Allociné qui vous propose des extraits ou des bandes annonces de films pour mettre dans votre catalogue. C'est possible, mais ça se paye. Il faut... Alors par contre, il y a un secteur qui, à mon sens, est assez sous-utilisé et qui ouvre des marges de manœuvre non négligeables. C'est tout ce qui concerne les lecteurs exportables. Donc vous avez des sites comme YouTube, Deezer, Spotify et plein d'autres qui proposent en fait des fonctionnalités. Vous allez pouvoir prendre le lecteur, par exemple, d'une vidéo YouTube, et avec une fonctionnalité qu'on appelle un embed, c'est-à-dire une incrustation, vous copiez un bout de code HTML et vous le mettez sur votre site.
Et donc quand l'utilisateur clique sur votre site, ça compte comme une vue sur YouTube en fait. C'est une façon déportée de consulter un morceau de site dans un autre. Alors ça en fait, il y a eu aussi une décision de la Cour de justice de l'Union européenne qui a considéré que c'était légal en fait. C'était légal tant que la source est licite. Or, sur YouTube, vous avez des tas de chaînes officielles, d'artistes, etc., qui proposent en fait ces fonctionnalités-là. Et donc du coup, ça vous ouvre un champ, mais qui est très très vaste en fait, hein, pour réutiliser des contenus et les habiller vos sites. Deezer fait pareil sur des playlists. Spotify aussi le fait, donc SoundCloud aussi le fait. Et je vous montre juste un exemple que vous devez peut-être connaître, mais qui est peut-être un des cas français où ils ont été le plus agiles dans l'utilisation de ces lecteurs. C'est Mediamus, c'est le blog musical de la BM de Dole, qui, depuis très longtemps, en fait, voilà, ils incrustent des vidéos sur leur blog. Là, ils ont fait, ça c'est SoundCloud. Là, il y a voilà, une playlist SoundCloud, des vidéos YouTube, etc. Pareil, voilà. Ils font aussi des playlists Deezer, des playlists Spotify. Et ça, en fait, c'est légal. Alors la difficulté, c'est qu'il faut que vous soyez sûr de le prendre à une source licite. Et vous savez que sur YouTube, savoir ce qui est licite ou pas, c'est quand même une jungle. YouTube lui-même, d'ailleurs, c'est pas trop ce qui est licite ou pas, parce que les gens peuvent mettre en ligne n'importe quel fichier et c'est très difficile. Donc si vous êtes sur le compte de Kevin du 72 et qu'il y a un clip de Rihanna, très déconseillé d'aller le prendre, parce que forte chance que ce soit pas licite. Mais si vous allez sur la chaîne officielle de Rihanna, et elle en a une, hein, et elle met tous ses clips dessus, et si elle accepte cette fonctionnalité d'embed, c'est une source licite. Voilà, donc ça c'est un peu sous-utilisé, et ça ouvre quand même des marges de manœuvre qui sont... Bon, sur YouTube, il n'y a pas que de la musique, hein. Il y a des documentaires, vous avez des chaînes de télé qui ont leur chaîne officielle, vous avez une masse de contenu qui est phénoménale, quoi. Après, il y a aussi quand même pas mal de bibliothécaires, j'ai remarqué, hein, qui, y compris sur leur site officiel, affichent des vidéos qui manifestement ne sont pas des sources licites. Y compris d'ailleurs peut-être un peu sur Mediamus de temps en temps, bon voilà. Le risque en fait il est très limité pour vous. Parce que quand un titulaire de droit voit une vidéo illégale sur YouTube, ce qu'il fait c'est qu'il envoie une notification à YouTube et la vidéo elle est supprimée à partir de la source. Donc ce que vous risquez de plus c'est d'avoir un trou noir quoi, avec marqué la vidéo a été supprimée. Mais il n'y a jamais eu hein, quasiment de cas où un utilisateur de vidéo qui fait un embed a été lui attaqué à la place de celui qui l'avait mis sur YouTube. Voilà, donc vous voyez, on peut jouer quand même avec ce type de fonctionnalité et je pense que ça... Surtout pour la musique, quand même un secteur où en bibliothèque il y a eu beaucoup de problèmes à le transposer au numérique, ça permet de faire des choses. Et puis il y a une autre chose qui est encore libre, on ne sait pas encore pour combien de temps, mais c'est quand même bon à rappeler, vous avez le droit de faire des liens hypertextes. Alors, là aussi, la Cour de justice de l'Union européenne, l'année dernière, a rendu un arrêt qui s'appelle l'arrêt Svensson, qui est essentiel, où des titulaires de droit demandaient si le fait de faire des liens hypertextes vers une ressource en ligne était un acte de communication au public relevant du droit d'auteur. Tout le monde a beaucoup tremblé, je dois vous avouer, parce que si la Cour de l'Union européenne avait dit que c'était un acte qui relevait du droit d'auteur, ça veut dire que le lien hypertexte devenait soumis à autorisation préalable. Et autant dire que là, on peut mettre le web à la poubelle parce qu'il est basé sur le lien hypertexte libre. C'est ça, l'invention de Tim Berners-Lee, c'était de faire des liens entre des pages. Et vous savez qu'il y a toute une branche des titulaires de droit, notamment la presse, qui voudrait que ça devienne soumis à autorisation préalable parce ils luttent contre Google, et notamment le service Google News, qui référence les sites et qui les accuse en fait de leur pomper les ressources publicitaires. Donc dans certains pays européens, vous avez par exemple en Allemagne et en Espagne, la presse a obtenu la création d'un droit voisin sur les liens hypertextes. Alors c'est un droit qui s'applique au référencement par les moteurs de recherche. Mais comme la portée de ces lois est assez complexe, on ne sait pas exactement quels sont les dommages collatéraux sur d'autres types d'usages. Donc pour l'instant, en France et au niveau européen en général, ce n'est pas le cas. Hein. Ce qu'a dit la Cour de justice de l'Union européenne, c'est que ce
quand vous mettez quelque chose en ligne, faire un lien hypertexte vers la ressource, ça n'est pas une communication à un autre public, parce que le web, c'est le web. Et une fois que c'est en ligne, ça a été mis en public, faire un lien, c'est pas une communication à un autre public. Si vous mettez une ressource en ligne derrière un paywall, et que vous contournez techniquement le paywall pour faire un lien, ça, c'est une communication à un autre public, et donc c'est illégal, et c'est soumis au droit d'auteur. Voilà, donc... Et vous avez des sites, par contre, qui, dans leur CGU, vous disent vous devez me demander l'autorisation de faire un lien hypertexte vers mon site. Bon, ça n'a aucune valeur. Ça n'a pas de valeur. On n'a pas le droit de conditionner le fait de faire un lien hypertexte, et y compris les liens profonds. C'est pas juste les liens à la page d'accueil, même les liens à l'intérieur d'une page du site, c'est complètement légal. Donc voilà, sur les usages en ligne, je vous en dis pas beaucoup plus. Les marges de manœuvre sont réduites quand même. Et bon, je ne parle pas des réseaux sociaux, hein, qui sont encore plus réduits. Vous voyez par exemple, si vous avez le compte Facebook de la bibliothèque, que vous envoyez un article du Monde sur Facebook, avec un lien, hein, ben en fait, en droit pur, c'est illégal. Parce que Facebook emporte une image et un extrait et le titre, et vous affiche une vignette. Et comme il n'y a pas de droit en France et dans l'Union européenne à la citation des images, cet usage de l'image, normalement, il est illégal. Donc, vous voyez, les marges de manœuvre sont très limitées hein, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de... Voilà, on est très contraint. Donc ensuite, sur la production de contenu, qui a aussi un champ assez intéressant. J'en ai parlé tout à l'heure, si vous voulez faire produire des contenus aux agents, vous avez ce régime particulier du droit d'auteur des agents publics qui vous permet de le faire sans avoir à signer de contrat d'aucune sorte. Hein. Les agents, il y a un transfert des droits à leur autorité de tutelle. Il n'y a pas de contrat spécifique à leur faire. C'est le seul cas, un des seuls cas en droit français, parce que sinon le droit français est très attaché à laisser les droits sur les individus, contrairement au copyright américain. Mais voilà, en France, il y a une exception pour les agents publics, mais pas applicable aux chercheurs. Pour capter des interventions ou des spectacles, là c'est rouge, parce que quand quelqu'un fait une intervention, ce qu'il dit, là ce que je suis en train de dire par exemple, ça va être considéré comme une œuvre de l'esprit, si c'est original. Donc là, bon, un peu la prétention que ce soit un minimum original, donc ça doit l'être un petit peu, donc c'est une œuvre de l'esprit. Si vous me captez, alors il va arriver une situation assez intéressante, parce que moi j'ai un droit d'auteur sur ce que je dis, mais vous allez avoir un droit voisin sur l'enregistrement, parce que vous êtes considéré comme un producteur du point de vue du droit. Donc vous avez il y a un partage des droits, mais pour que vous puissiez ensuite diffuser l'œuvre, eh bien, il va falloir d'abord que je vous l'autorise, et normalement il faut que ce soit formalisé par écrit. Parce qu'en droit d'auteur, normalement, il n'y a pas d'autorisation tacite. Donc, bon, le seul risque que vous avez, c'est que la personne change d'avis et ensuite voilà, vous demande le retrait, etc. Mais donc, il vaut mieux que ce soit encadré par un contrat qui précise. Alors, pour que ce soit valable, il faut préciser les usages que vous voulez faire. Et puis, de toute façon, vous êtes obligé de demander une autorisation pour le droit à l'image. Avec des marges qui ne sont pas toujours faciles à... Par exemple, là, ici, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment besoin de me demander une autorisation par le droit à l'image, parce que je n'ai pas de droit à la vie privée, là, je suis en public, et voilà, j'apparais en public volontairement, etc., je n'ai pas de droit à la vie privée. Parfois, ça peut être un petit peu... Par contre, est-ce qu'on a le droit de filmer le public? Alors pour le public, là, par contre, il y aurait... normalement, il faut... Non. Parce que vous avez beau être dans un cadre professionnel et tout, vous avez encore votre droit à l'image qui s'applique. Donc voilà, pour les participants à une manifestation et tout, non, normalement... Et donc du coup, les gens qui posent des questions durant la conférence, on n'a pas le droit de les... Non. Si on va jusqu'au bout de la logique, voilà. Et puis, il y a une grosse différence, hein, dès que vous coproduisez des contenus avec les usagers, ça arrive, hein, voilà, vous faites un atelier d'écriture, des choses comme ça, ben là vous repassez en rouge, parce que eux, il y a usagers du service public, il n'y a pas de transfert des droits automatique. Donc là aussi, pour toute réutilisation de contenu avec les usagers, il faudra une autorisation.
Et alors j'en viens à la dernière branche de mon schéma, les ressources sous licence libre. Donc là, on a raisonné uniquement soit à partir de ressources qui étaient protégées par le droit d'auteur, copyright ou droit réservé, ou de ressources parfois du domaine public. Mais alors je ne sais pas si vous l'avez vu ça pendant votre... vous en avez parlé un petit peu des licences libres, voilà, ce genre de choses, pendant vos réunions, enfin vos conférences précédentes, là, vous en avez un petit peu parlé. Bon, là, ça vous ouvre des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus larges, si vous voulez, parce que ce sont des ressources sur lesquelles les auteurs, les titulaires de droit, ont ajouté des contrats qui, au lieu de restreindre les droits d'usage, vous accordent des libertés aux utilisateurs. Et donc, du coup, quand vous consultez la licence, vous voyez qu'est-ce que vous pouvez faire avec la ressource qui est associée. Donc là, moi je vous donne un exemple. Moi j'ai choisi, c'est là, j'ai choisi de mettre ma présentation, je l'ai mis sous une licence Creative Commons CC BY. Donc vous savez qu'il y a 6 licences Creative Commons qui sont plus ou moins ouvertes. Moi j'ai choisi quasiment la plus ouverte. J'ai maintenu uniquement avec cette icône le droit à la paternité. Donc là, vous allez pouvoir faire tous les types d'usages imaginables. Donc vous pourrez télécharger l'œuvre. Il y a un bouton pour le faire. Je l'ai mis sur un site qui s'appelle MindMeister. Et vous pourrez télécharger l'œuvre en différents formats. Vous allez pouvoir l'imprimer, la rediffuser sur un site web. Vous allez pouvoir la modifier, parce que j'accepte la modification. Donc si vous voulez rajouter des choses, en enlever, etc. Et vous pouvez même la vendre, parce que j'ai levé la condition d'usage non commercial. Donc si vous voulez, je sais pas, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez la mettre dans, je sais pas, si un éditeur trouve ça intéressant et veut le mettre dans un livre, moi je n'en empêche pas, je ne demande pas de rémunération. Par contre, je lui demande de citer mon nom. Voilà, il faudra qu'il cite mon pseudo. Et il aura satisfait à la licence. Donc vous voyez, alors les licences ne sont pas toujours aussi ouvertes. Il peut y avoir des conditions supplémentaires. Vous pourrez rajouter une condition qui dit pas de modification, une qui dit pas d'usage commercial, ou une autre qui dit si vous modifiez ce que j'ai fait, vous devrez mettre votre propre production dérivée sous la même licence. Ce qu'on appelle un copyleft. Voilà, donc là ça devient un peu plus contraignant. Mais dans tous les cas, quand vous avez une licence Creative Commons, elle vous permet toujours de reproduire et de rediffuser, tant que vous restez dans le cadre de la licence. Lorsqu'on les utilise notamment pour des panneaux d'exposition, Ouais. Je veux bien citer le nom de l'auteur, encore faut-il que ce soit un nom, quoi. Parce que la plupart du temps, ça ressemble plus à un pseudo de dessin animé qu'autre chose. Et c'est très compliqué, quoi. C'est Youpiyou, c'est un peu compliqué. Ouais. Alors ça, j'ai déjà entendu ça, effectivement. Alors le problème, c'est que l'auteur est libre de définir la manière dont on doit le créditer. Donc là effectivement, moi j'ai pas mis Lionel Morel, hein. Moi, voilà, sur internet, moi je m'appelle Calimac, c'est comme ça. J'ai choisi que ce soit comme ça, et là j'ai signé Calimac. Donc si vous voulez me créditer, vous allez devoir me créditer comme ça. D'ailleurs, il y a même un droit, le droit de paternité implique le droit à la non-paternité, et je peux exiger de pas apparaître, voilà, comme nom, c'est possible. Mais voilà, c'est lui qui définit la forme. Alors c'est vrai que si c'est Kevin du 72, ben, il serait obligé de mettre Kevin du 72. Et parfois ça peut être... Bon après, les crédits ne sont pas obligés d'être en énorme. On peut très bien faire une page de crédit à la fin, il faut juste que ce soit visible à un endroit, comme on voit sur des livres. Hein. Voilà, sur le panneau d'exposition, ça peut être en bas, voilà, un petit paragraphe. Il suffit juste qu'il faut que ce soit loyal, il ne faut pas les cacher, mais ça n'a pas besoin d'être affiché en gros, qui clignote, que ce soit valide. Quand une œuvre est sous Creative Commons, pour bien créditer, vous devez indiquer sous quelle licence elle était à l'origine. Moi, par exemple, si vous réutilisez ça, il faudra mettre voilà, par Calimac, CC BY, et si possible, ça dépend du support, vous devez mettre un lien hypertexte pour retrouver la source. Si vous faites ça, vous allez respecter la licence. Et si jamais une licence pose une restriction que vous voudriez lever, imaginons que c'est en nom commercial, mais vous voulez, vous, faire un usage commercial, vous devez revenir vers l'auteur, et là, vous devez négocier avec lui, et voir, on retombe dans le droit d'auteur classique. Donc du coup, les possibilités sont quand même... Il y a deux sortes de choses que vous pouvez faire de ce point de vue-là. Vous pouvez réutiliser des contenus sous licence libre,
Et bon, il y a des masses énormes, hein, en logiciel, texte, images, vidéo, musique, ressources pédagogiques. Alors il y a des masses énormes qui sont à mon avis largement sous-employées en bibliothèque. On a un problème en fait en bibliothèque, c'est qu'on se considère comme médiateur de l'offre commerciale. On fait rentrer dans nos collections ce que les éditeurs nous proposent ou ce que les circuits commerciaux nous proposent. Mais à l'heure d'Internet, si vous voulez, l'offre culturelle, elle est beaucoup plus large que l'offre commerciale. Et voilà, à la fois juridiquement et professionnellement, c'est difficile en fait de faire entrer une chose dans nos collections qui n'est pas proposée par un éditeur, quoi. Bon, en BU, c'est moins le cas, hein, notamment avec tout ce qui est ressources pédagogiques. Chez nos collègues de BM, c'est très fort, quoi. C'est très compliqué de sauter le pas et de se dire pourquoi je ne ferais pas rentrer un roman sous licence Creative Commons, une musique, etc. Pas si simple, quoi. Les circuits d'acquisition ne sont pas les mêmes, il n'y a pas la validation éditoriale, etc. Bon, il peut y avoir des éditeurs hein, qui appliquent des licences livres, ça existe aussi, mais c'est quand même plus rare. Donc voilà, il y a encore quelque chose à construire là pour bien faire le lien. Et après, vous pouvez les utiliser, il y a deux sortes d'utilisation qu'on voit. Il y a des usages sur place, vous avez des dispositifs type, vous connaissez peut-être Bibliobox, Librarybox qui développent. Ça, sans licence libre, vous ne pouvez pas vraiment les utiliser, parce que il va y avoir une reproduction faite par l'utilisateur, donc on ne peut pas y mettre. Mais avec des licences libres ou des œuvres du domaine public, c'est possible. Vous avez des prestataires qui proposent aussi des bornes de musique libre, par exemple. C'est une offre qui est faite. Et pour tout ce qui est usage en ligne, ça ouvre quand même des possibilités. Donc voilà. Creative Commons a fait des évaluations, ils estiment qu'il y a à peu près 800 millions d'œuvres à peu près réutilisables sous licence Creative Commons. Ça fait un panel énorme, quoi. Notamment pour tout ce qui est images. Google maintenant intègre la recherche d'œuvres sous licence. J'imagine que vous l'avez déjà vu, hein, mais si je veux des papillons, je vais là, je fais normalement. Ah non, pardon, excusez-moi, je fatigue un peu. Voilà, c'est là, il faut rentrer dans l'onglet Images, outils de recherche, et là, par droit d'usage. Et là, je peux choisir, même en fonction des licences. Donc là, c'est réutilisation autorisée en général, réutilisation sans but commercial, etc. Le plus large, c'est ça. Et voilà. J'ai des chiens papillons ici. Il y a des lapins papillons aussi. Bon, c'est Google, hein. Il prend ce qu'il peut. Mais bon, il y a quand même des papillons. Et c'est assez précis. Alors en fait, comment ça marche? C'est qu'en fait, quand vous utilisez ça, si vous le faites bien, quand vous réutilisez ça, là je l'ai fait, on va dire, de manière artisanale. J'ai juste collé l'image. Mais sur le site de Creative Commons, vous pouvez récupérer le code HTML qui vous affiche ça. Et si vous faites ça, Google est ensuite capable de repérer dans la page qui a une licence Creative Commons. Donc il associe la licence à l'image, et ce qui sort en général en premier, c'est les images qui viennent de Wikipédia. Et là, on voit bien qu'il a repéré que c'était sous cette licence. Et voilà, ce papillon monarque, il est réutilisable. Et là, donc là, il est réutilisable, vous voyez, il est modifiable, etc. Pour tout ce qui est usage sur l'image, c'est quand même très... Flickr aussi permet ça, source d'images énorme. Pixabay. Et l'autre chose qu'on peut faire avec des licences libres, c'est qu'en tant qu'institution publique, vous avez le droit vous-même d'utiliser des licences libres. C'est tout à fait possible. Hein. Et vous pouvez le faire pour trois choses. Pour tous les contenus type œuvre, vous pouvez le faire. Vous pouvez utiliser des licences Creative Commons ou d'autres, hein, il y en a d'autres, comme la licence Art Libre. Alors ce qu'il faut voir quand même, c'est que comme le droit, vous savez que les agents publics, le droit d'auteur des agents publics est exercé par la tutelle, normalement si on veut être cohérent, c'est la tutelle qui doit prendre la décision d'utiliser les licences Creative Commons. Un agent tout seul ne peut pas le faire, parce qu'en fait, comme le droit de divulgation et les droits patrimoniaux sont exercés par la tutelle, ça doit quand même être une décision de la tutelle formalisée qui doit accepter d'utiliser ce type de licence. Voilà, si vous voulez mettre le site de la bibliothèque sous licence Creative Commons, il faut que ce soit quand même décidé de manière formalisée, etc.
Il faut bien préciser dans ces cas-là que c'est valable pour le site, par exemple, sous réserve des droits qui peuvent être attachés à différents éléments. Sur votre site, vous pouvez avoir des images protégées, etc. Donc en général, on met sauf mention contraire. Les contenus de ce site sont sous licence Creative Commons. Et bon, une chose par exemple que j'aime bien dire, c'est que par exemple, le site du ministère de la Culture en France, je ne sais pas trop par quel miracle, est sous licence Creative Commons. En plus, il est sous CC BY. Vous savez que de plus en plus, il y a un mouvement qui s'appelle l'open data qui se développe. Et donc on peut attacher des licences ouvertes à des données. Ça se développe beaucoup en France. Vous avez peut-être entendu parler là, de la loi Le Maire, la loi numérique qui est en train d'être adoptée, qui va en fait faire passer toutes les licences, toutes les données de l'administration en principe par défaut en open data. On n'a pas encore mesuré les impacts que ça va avoir sur les universités, mais en fait ça va en avoir un très très fort. C'est-à-dire que les universités n'ont pas d'exemption dans le texte actuellement, ce qui veut dire que toutes les données administratives de l'université, sous réserve qu'elles soient communicables, qu'il n'y ait pas de données personnelles ou de droits d'auteur, vont devoir aller en ligne sous licence ouverte. Donc ça veut dire tout le budget de l'université, toutes les données sur les personnels, toutes les données sur les formations, toutes les données, voilà. Et les SCD ne sont pas en dehors du champ non plus. Et il y a une obligation de les mettre en ligne de manière proactive dans la loi, sous sanction de la CADA. Et il y a 6 mois de délai pour le faire, à partir de la promulgation de la loi. Donc on estime que la loi elle devrait arriver au printemps. À partir du printemps 2016, vous avez 6 mois pour mettre en ligne tous les documents communicables que vous avez sur vos disques durs. J'ai pas encore vu les universités se préoccuper beaucoup de cette évolution-là, mais ça va être colossal. Il n'y a que des cas très particuliers dans lesquels les données, les informations publiques resteront confidentielles et ne pourront pas aller en ligne. Donc voilà, il y a un statut par contre, on ne sait pas encore exactement très bien ce qui va arriver aux données de la recherche, c'est une vraie question. Est-ce qu'ils vont être dans le périmètre ou pas? Mais s'ils le sont, pour les chercheurs aussi, ça va être... c'est une sorte là d'open access obligatoire aux données, quoi. On ne sait pas exactement si la loi va aller jusque-là encore. Et on peut aussi attacher des licences sur des œuvres du domaine public numérisées. Par contre, il faut faire attention, parce que quand vous numérisez des œuvres du domaine public, vous n'êtes pas auteur de la reproduction que vous avez faite. Donc vous ne pouvez pas attacher une licence Creative Commons normale, parce qu'elle ne serait pas valide. Par contre, il y a des outils qui ont été faits par Creative Commons ou d'autres. La France a créé une licence ouverte, une public domaine marque, une licence CC0, qui sont valides pour diffuser des œuvres du domaine public numérisées. Voilà, à peu près, vous voyez. Donc voilà, j'avais peur de ne pas tenir 3 heures. Je n'ai pas tout à fait tenu 3 heures, quand même. Mais voilà, quand on creuse, vous voyez, finalement, quand même, moi, je trouve que c'est un exercice intéressant. Parce que vous voyez, il y a quand même beaucoup de contraintes, il ne faut pas se le cacher. Le droit d'auteur est une matière compliquée, il y a des limites, etc. Mais il y a quand même des marges de manœuvre, je trouve, qui sont relativement confortables dans certains domaines. Je trouve même que parfois elles sont sous-exploitées, pour certains points, sur certaines exceptions, etc. Et je trouve que c'est aussi très très important dans le contexte actuel d'avoir bien conscience pourquoi on a des libertés dans l'exercice de nos métiers. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de débats sur la réforme du droit d'auteur, notamment sur les exceptions au niveau européen. Et si on veut conserver dans l'environnement numérique ces mêmes marges de manœuvre, il faudra qu'il y ait certainement des exceptions nouvelles qui soient votées. Vous savez qu'il y en a une là, sur le texte et data mining. Hein, tout le débat, c'est de savoir si le texte et data mining, il va être vert, jaune ou rouge. Il peut être les trois. Hein. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une exception, les Anglais l'ont déjà fait. Il pourrait y avoir de la gestion collective, ça serait payant, ce serait compliqué. Et ça peut être, actuellement, hein, c'est complètement soumis à du contractuel par les titulaires de droit, et ça change quand même pas mal la donne. Donc voilà, donc je ne sais pas si ça a répondu à vos attentes, ou si vous avez encore des questions.